Le 20 mai 2010, à Ottawa, André Leclerc tente sans succès de rejoindre sa mère, Paula, avec laquelle il doit assister aux célébrations de la fête de la reine. C'était une femme très amicale, une grand-maman de 64 ans, près de sa famille, et le bout en train de son immeuble. Elle s'entendait bien avec tout le monde. L'absence de réponse de Paula est inhabituelle. La semaine suivante, son fils tente de la rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain. Le 29 mai, il décide de se rendre chez elle. Il se présente chez sa mère et cogne à la porte, et c'est Camille Cléroux qui lui ouvre et lui dit que sa mère a déménagé, qu'elle a gagné 50 000 $ à la loterie, qu'elle est partie à Disney World en Floride et qu'à son retour, elle va aller vivre à Gatineau. Alors son fils a trouvé ça étrange. Pourquoi elle aurait gagné au loto et serait partie sans l'avertir? Sans perdre de temps, le fils de Paula Leclerc se rend au poste de police pour rapporter l'étrange situation. Il appréhende le pire. Quelques heures plus tard, des policiers se présentent à l'appartement de sa mère pour questionner l'inconnu qui en a pris possession, Camille Cléroux. L'homme offre toute sa coopération. Il montre aux policiers des lettres signées de la main de Paula Leclerc qui confirment qu'elle lui a cédé son appartement. Mais son récit soulève des doutes. Dans les jours suivants, les autorités découvriront de troublants détails qui lèveront le voile sur la vie secrète de Camille Cléroux. Camille Cléroux provient d'une famille de producteurs maraîchers de la région d'Ottawa. C'est un homme apparemment sans histoire lorsqu'en 1985, il fait la connaissance de Lise Roy. Il a 33 ans, elle en a 22. 2 ans plus tard, en 1987, le couple se marie. Cléroux est déjà le père d'une fillette de 11 ans. Lise connaît le parfait bonheur auprès de son nouvel époux. En 1989, il s'installe dans une habitation à loyer modique au sud d'Ottawa. Il restait de l'autre côté de la rue. Et il passait tout le temps dans notre cour. Il savait que mon père avait un jardin et ça l'intéressait. Il s'est présenté à lui et c'est comme ça que je l'ai rencontré. La famille tisse rapidement des liens avec leurs nouveaux voisins. Je suis allé quelques fois chez lui à l'été 89. On flânait avec sa fille, on s'assoyait dans la cour, on buvait de la limonade. Cléroux est un homme très serviable. Il déneige les entrées de garage du voisinage ou offre à ses nouveaux amis des fruits et des légumes provenant de l'entreprise de sa famille. Mon père pensait qu'il était gentil. Il nous donnait des légumes et il souriait toujours, alors mon père a conclu que c'était un homme de famille. On s'entendait bien avec lui. Cléroux travaille dans un casse-croûte. Et pour arrondir les fins de mois, il commet certains délits. Il a volé des meubles de jardin et il les a vendus à un voisin. Il l'a laissé en profiter quelques jours et puis il a revolé les meubles et il les a revendus à quelqu'un d'autre environ 10 maisons plus loin. Puis après, il recommençait. Il met même sur pied un petit système d'escroquerie avec des jeunes du quartier. Il était rusé, il savait comment faire des affaires. Je pense qu'il a floué beaucoup de monde de toutes les façons imaginables. Il était très brillant et il pensait toujours à faire de l'argent. Il avait toujours 10 longueurs d'avance sur les autres. Cléroux est ingénieux. Il encourage les adolescents qui l'entourent à voler des objets de valeur qu'il revend à profit. Quand on était adolescents, mes amis et moi, on volait des choses
et il nous les achetait. Il nous disait ce qu'il voulait, comme des tondeuses, des tailles-bordures, des meubles de jardin, des trophées, de l'or. On les trouvait et il nous les achetait. He would buy them items from us. Il peut y avoir un plaisir qui est retiré dans le fait de tromper l'autre par profit. C'est une personne qui a un mode relationnel basé sur le mépris. Donc, mépris de l'autre, je peux lui vendre, je sais que je vais lui voler, pas de remords par rapport à ça. Il y a vraiment une dimension, même qu'il peut y avoir une espèce de plaisir pervers à faire souffrir l'autre. Malgré son côté arnaqueur, Clérou est apprécié de son entourage. Aux yeux de tous, rien ne semble anormal. Mais l'homme cacherait pourtant un terrible secret. Un soir d'avril 1990, Lise Roy aurait découvert que Clérou avait une attirance pour les enfants et qu'il aurait abusé de sa fille. Il y a un mépris d'autrui de façon générale et une tendance à l'utilisation de l'autre pour son propre profit. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui ont une personnalité antisociale. Et donc, abuser d'un enfant, ben ça peut entrer dans cette catégorie-là de mépris de l'autre et de l'utilisation de l'autre pour son intérêt personnel. Outrée, Lise aurait dénoncé son mari. Par mesure préventive, la fille de Clérou est retirée de sa famille. La relation du couple se dégrade et leur chicane ne passe pas inaperçue chez leurs voisins. Camille a changé. Il était plus le gars qui est arrivé dans le voisinage un an plus tôt. Le 20 avril, une violente dispute aurait éclaté entre Lise Roy et Camille Clérou. Robert et moi, on était assis en arrière du centre communautaire. La maison de Camille, sa cour, est un peu plus à gauche. Et on a entendu une engueulade qui venait de chez lui. Il se chicanait avec sa femme. Le lendemain, Lise disparaît du voisinage et Clérou porte des accusations de voies de fait contre elle. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a dit que Lise l'avait agressé pendant qu'il dormait, qu'il s'était défendu, qu'il avait porté plainte contre elle et qu'on la reverrait plus dans le voisinage. Maintenant qu'il se retrouve seul, comment réagira Camille Clérou? Saura-t-il surmonter cette épreuve? Le 20 avril 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert l'attirance de son mari, Camille Clérou, pour les enfants. Elle l'aurait ensuite attaqué durant son sommeil avant de prendre la fuite. Durant les semaines suivantes, les voisins du couple s'interrogent sur l'absence de Lise. Clérou explique qu'elle aurait quitté Ottawa pour refaire sa vie, mais qu'elle communique à l'occasion avec lui. Des amis et moi, on lui a demandé où elle était. Il nous a dit qu'elle était partie dans l'Ouest. Il y avait des lettres qu'elle avait écrites qui venaient de l'Ouest canadien et une de Montréal. Alors ça confirmait ce qu'il m'avait dit. Le départ précipité de Lise ne semble cependant pas trop affecter le nouveau célibataire. Ça a eu l'air de le soulager. Son visage et ses yeux brillaient. Il était calme. Clérou se découvre même une nouvelle passion qu'il pratique avec zèle. Je l'ai croisé tôt le matin et il est en train de planter des tomates. Je suis même allé lui donner un coup de main. Il y avait des plants entourés de piquets avec une corde. C'est comme s'il avait ceinturé une portion de la cour où il était interdit d'aller marcher.
Je suis allé piler dessus et il m'a dit de faire attention, de ne pas marcher là parce qu'il avait mis des fertilisants. Malgré son intérêt soutenu pour le jardinage, la solitude commence à rattraper Clérou. Pour se désennuyer, il invite chez lui les adolescents avec qui il s'était lié pour faire de petits vols. Heureux de déjouer la vigilance des parents, les jeunes profitent du laxisme de Clérou pour boire de l'alcool et consommer de la drogue chez lui. Beaucoup de monde ne voulait pas qu'on le fréquente parce qu'il était un peu étrange. Les adultes l'avaient remarqué. Mes parents m'avaient dit de me tenir loin de lui. Il nous laissait faire ce qu'on voulait dans sa maison. Alors je me sentais confortable chez lui. Il nous laissait boire et faire la fête, donc j'aimais ça aller là. Je pense qu'il se sentait seul. Ça lui faisait de la compagnie quand on était là. Il avait l'impression de faire partie de la gang. Alors il nous permettait de rester. S'il était triste, il jouait bien la comédie parce que ça paraissait pas. Et s'il était en colère, il le cachait très bien. Puis, un à un, les jeunes amis de Clérou changent de quartier ou arrêtent de le fréquenter. L'homme se retrouve de nouveau abandonné. Clérou se met alors à la recherche d'une nouvelle compagne avec qui partager sa vie. En 1992, 2 ans après le départ de Lise Roy, il fait la rencontre de Jean Rock, une jeune femme à l'air naïf qui habite son quartier. Jean demeurait sur la rue Hetherington et Camille restait tout près, sur Hetherington Crescent. Camille était le genre de gars qui prenait souvent des marches dans le quartier. Et à ma connaissance, ils se sont rencontrés comme ça. Les gens qui ont une personnalité antisociale vont parfois choisir un partenaire qui va avoir tendance à s'assujettir, donc à entrer dans cette relation d'ascendance-là où souvent c'est l'homme qui va se placer comme dans la position dominante, puis la femme va accepter de se placer dans la position plus d'infériorité. Et c'est possible que lui a eu ces critères-là dans ses choix de partenaire. C'est sûr que ça le met moins en danger de se faire d'avoir une femme qui est inquisitrice, qui pose des questions ou de se faire remettre en question. À 21 ans, Jean est déjà mariée et mère de 2 jeunes enfants dont elle a perdu la garde. Elle fait partie du programme ontarien de supervision des personnes avec handicap. L'âge mental de Jean était probablement inférieur à son âge réel. Il y a beaucoup de choses qu'elle comprenait pas, qu'il fallait lui expliquer. Par exemple, elle n'a pas été capable de s'attacher à ses enfants à leur naissance. Malgré tout, c'est une jeune femme enjouée et pleine de bonne volonté. Jean se souciait beaucoup des autres. Elle aurait été prête à donner sa chemise. Elle aimait faire à manger et elle cuisinait pour tout le monde. Je me souviens d'une fois où il y avait une vente chez un concessionnaire automobile, puis elle avait préparé toutes sortes de desserts qu'elle était allée vendre. Elle adorait ça. C'était facile de s'entendre avec elle, mais elle avait une double personnalité. Il fallait bien la connaître. Ça lui arrivait d'être irrationnelle et impulsive dans ses décisions. Le mariage de Jean bat de l'aile. Elle trouve son mari trop contrôlant et n'hésite pas à se réfugier chez Clérou. Son mari lui disait quoi faire. Et Jean n'aimait pas ça. Mais Camille lui disait pas quoi faire. Jean et lui vivaient leur vie. Et c'est probablement pourquoi ils s'entendaient si bien. Clérou pense enfin avoir trouvé la femme parfaite. Jean ne pose pas beaucoup de questions et ignore tout du passé de son nouvel amoureux. Chez cette personne-là, c'est possible que s'il y a absence de remords,
ben, il n'y a pas une attitude qui va porter à la suspicion. Et à ce moment-là, va faire ce qu'il a à faire, va dire que va pouvoir mentir dans le visage de quelqu'un, se faire ressentir d'émotions particulières. Puis à ce moment-là, l'autre personne va interpréter qu'il n'y a pas de suspicion à avoir. Jean se plaît énormément chez Clérou. Peu de temps après leur première rencontre, elle décide de quitter son mari et déménage chez lui. Le couple vit alors des moments de parfaite quiétude. 2 ans après leur première rencontre, Jean tombe enceinte. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'il est en relation. Pourquoi il a fait des enfants? Est-ce que c'était vraiment une décision de faire des enfants ou est-ce que c'est simplement arrivé? Certains peuvent avoir des enfants aussi pour se retrouver encore dans une position de dominance qui est amplifiée, ne serait-ce que par le rôle du père puis par la fragilité de l'enfant. Mais le 23 décembre 1994, dès la naissance de l'enfant, Jean s'envoie retirer la garde. Jean était assujettie à un jugement de la province de l'Ontario, en vertu duquel, advenant qu'elle ait d'autres enfants, il devrait être pris en charge par l'État. Durant les années suivantes, le couple commence une vie de nomade et se rend souvent chez différentes connaissances. Jean et Camille ont changé plusieurs fois d'adresse dans le secteur ouest d'Ottawa, où Jean a été élevée. À chaque 6 mois ou 1 an, ils déménageaient dans un nouveau secteur, puis retournaient ensuite dans leur ancien quartier, et ainsi de suite. Vers la fin des années 90, le couple finit par s'établir à l'est d'Ottawa. Clérou et Jean vivent au jour le jour, affectionnant particulièrement les promenades dans la nature. Ils avaient le même tempérament. Ils parlaient tous les deux fort, puis c'était normal pour eux de parler fort. Quand ils étaient en visite, ils partaient sans préavis. Ils se levaient d'un coup, puis s'en allaient. Mais en 2003, après 11 ans de vie commune, la relation du couple commence à se dégrader et peu à peu, Jean se détache de Clérou. De ce que je comprends, Jean avait décidé de s'inscrire à un cours de cuisine parce qu'elle aimait faire à manger. Et elle avait dit qu'elle était prête à laisser Camille et à mettre fin à leur relation. Je pense qu'elle avait enfin réalisé que c'était mieux pour elle. Jean aurait quitté Clérou pour aller vivre chez des amis à Cobourg, une ville située près de Toronto. Du jour au lendemain, Camille Clérou se retrouve de nouveau seule. Comment réagira-t-il à cette deuxième séparation? En 1990, Lise Roy, la femme de Camille Clérou, disparaît sans laisser d'adresse. 13 ans plus tard, Jean Rock, sa deuxième conjointe, s'exile à son tour. Jean abandonne sa famille mais reste régulièrement en contact avec Clérou. Par son intermédiaire, elle fait parvenir des lettres à ses parents. La jeune femme paraît s'épanouir plus que jamais. On avait toujours espéré que Jean se décide enfin à changer et qu'elle prenne les moyens pour s'offrir une meilleure vie sans qu'on ait à intervenir. C'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui est exprimé dans les lettres. Et Jean avait demandé de ne plus avoir de contact avec sa mère, donc les lettres étaient envoyées à son père. Le rêve de Jean se réalisait dans ces lettres. Et on se disait simplement, « Merci mon Dieu, ça arrive enfin. » La vie sociale de Clérou se résume maintenant à la seule compagnie de ses collègues et des clients de la cantine où il travaille. Il disait que sa famille ne l'aimait pas, ne l'acceptait pas. Je lui demandais pourquoi, mais il ne le savait pas. Il avait l'air triste.
Clérou est apprécié de ses collègues, qui le reconnaissent comme un bon travailleur. On faisait une bonne équipe. On était efficace et on ne perdait pas de temps. C'est ce que j'aimais. Il était intelligent et je n'avais pas à lui dire quoi faire. Il connaissait son travail. Je pense que c'était un homme triste. Et par triste, je veux dire que rien ne fonctionnait pour lui dans sa vie. Il était cuisinier dans un petit restaurant. Il n'avait pas vraiment de famille ou d'amis autres que les femmes qu'il essayait de séduire. Au cours de l'hiver 2010, Clérou fait la connaissance d'une de ses voisines, Paula Leclerc, une femme de nature généreuse et confiante. Avec les femmes, il jouait la carte du gars mystérieux pour essayer de les attirer. Il était un beau parleur, charmeur, et leur disait tout ce qu'elles voulaient entendre. Clérou propose souvent à Paula d'aller faire des promenades. Et la sexagénaire accepte avec joie de se laisser distraire. Chez les personnalités antisociales, il y a souvent une dimension de séduction. Mais il faut se souvenir que dans leur façon à eux de vivre leur relation, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'utilitaire. S'ils sont gentils avec les gens, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Au mois de mars, Clérou avise les propriétaires de l'immeuble où il habite qu'il ne renouvellera pas le bail de son appartement. Il n'a cependant encore rien loué et risque de se retrouver à la rue. Au lieu d'entreprendre des recherches, Clérou sollicite la compassion de sa nouvelle amie, Paula Leclerc, afin qu'elle l'accueille chez elle. La femme n'est cependant pas prête à le loger et décline poliment sa demande. Clérou accepte mal ce refus. Ce sont des gens qui sont impulsifs et qui sont égocentrés, donc centrés sur eux. Tout doit aller dans le sens de leur intérêt. Si quelque chose vient se mettre à l'encontre de leur intérêt, ça génère une frustration. On n'a pas les mécanismes pour gérer cette frustration-là, vouloir communiquer, trouver un compromis, on n'est pas du tout là-dedans. Ils vont agir plutôt leur frustration. Camille Clérou décide de prendre possession de l'appartement de Paula Leclerc coûte que coûte et élabore un plan pour y parvenir. On est en présence d'une personne qui n'est pas en mesure de gérer cette frustration-là, donc va agir pour faire diminuer sa frustration. Et comme il n'y a pas intégration d'un système de valeurs, de moralité, de bon, mal, ben le meurtre fait partie des solutions possibles pour faire diminuer la frustration. Le 19 mai 2010, Clérou met son plan à exécution. Il se rend dans le boisé situé à l'arrière de l'immeuble où il habite et y creuse le trou qui deviendra la tombe de sa voisine. Le lendemain, à la tombée du jour, il invite une fois de plus Paula à aller faire une promenade. Clérou l'amène à l'abri des regards. Il sort alors un couteau de sa poche et contraint Paula à se diriger vers l'emplacement du trou où il compte cacher son corps. Il la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Paula s'effondre, probablement atteinte mortellement. Mais Clérou ne s'arrête pas là. Pour être certain qu'elle soit bien morte, il saisit une pierre et lui frappe la tête avant de la faire rouler dans sa tombe. Malgré l'atrocité du meurtre qu'il vient de commettre, Clérou parvient à aller travailler le matin suivant. Il était détendu, mais il m'a dit qu'il était fatigué. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il venait d'enterrer un chien. Il avait les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas l'air normal ce jour-là, et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Pour s'assurer de vivre en paix, Clérou fait rédiger une lettre signée Paula Leclerc
annonçant aux administrateurs de l'immeuble qu'elle lui a cédé son appartement. C'était vraiment très étrange de penser qu'il s'en tirerait sans se faire prendre. Peut-être qu'il ignorait qu'elle avait un enfant qui s'inquiéterait de la disparition de sa mère. C'était des circonstances très particulières. 9 jours après avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement, Camille Cléroux reçoit la visite du fils de sa victime. Ce dernier informe aussitôt les autorités. Sauront-elles faire la lumière sur la disparition de Paula Leclerc? Le 29 mai 2010, des enquêteurs de la police d'Ottawa interrogent Camille Cléroux. L'homme a pris possession de l'appartement de sa voisine, Paula Leclerc, qu'il a tué 9 jours plus tôt. Pour dissiper les doutes des enquêteurs, Cléroux collabore avec eux. Mais ils interrogent également les voisins de Paula qui leur révèlent avoir vu Cléroux jetant aux ordures les effets personnels de la femme. En enquêtant, les policiers ont facilement réfuté tous les mensonges que Camille Cléroux leur avait racontés. En fait, elle n'avait jamais gagné à la loterie et elle n'était pas partie en Floride. 3 jours plus tard, le 1er juin, les autorités n'ont toujours pas de piste menant à Paula Leclerc. Mais la chance leur sourit. Camille Cléroux se présente de lui-même au centre de détention régional d'Ottawa. Les enquêteurs en profitent pour lui faire passer un interrogatoire en règle. Ils le confrontent sur les fausses informations qu'il leur a fournies. Après 14 heures de travail acharné, l'enquêteur obtient des aveux. Cléroux admet avoir tué Paula Leclerc. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Détaché et insensible, Cléroux ne semble pas mesurer la gravité du geste qu'il a posé. Ces personnes-là, souvent, ressentent pas grand-chose, puis ils peuvent même vivre du fait qu'ils reçoivent pas les rétroactions qu'on reçoit de par nos relations interpersonnelles. Si je fais plaisir à quelqu'un, ça me fait du bien, je me sens bien, on est content, on partage notre bonheur, c'est le fun. Chez cette personne-là, il n'y a pas cette dimension-là. Le lendemain de ses aveux, Cléroux montre aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Paula Leclerc. Le meurtre de la femme fait un véritable battage médiatique. Le nom de Cléroux circule partout et remémore des souvenirs aux parents de sa deuxième conjointe, Jean Rock, disparue depuis 2003. Sa mère se présente alors à un poste de police. Elle est allée voir les policiers pour leur dire qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis plusieurs années. Alors elle s'est mise à sa recherche et les policiers aussi, mais ils ne l'ont pas trouvée. Les policiers remarquent que sa première femme, Lise Roy, est également disparue. Ils demandent alors l'aide du public. Je me rendais au travail en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Quand ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'informations sur les disparitions de Lise Roy et Jean Rock, j'ai presque eu un accident. J'ai fait demi-tour, je suis allé acheter le journal au dépanneur et j'ai vu sa photo. J'en revenais pas. J'ai appelé la police et ils m'ont interrogé. Grâce aux aveux de Cléroux et aux témoignages de gens qui l'ont connu, les enquêteurs parviennent à brosser un portrait des circonstances entourant les disparitions de Lise Roy et de Jean Rock. En 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert que Cléroux abusait de sa fille. Terrifiée, elle l'aurait dénoncé. Probablement que cet homme-là ne se sent pas menacé. Il va plutôt être frustré quand les êtres qu'il peut considérer comme inférieurs veulent enfreindre son accomplissement de son désir. Cléroux n'envisage qu'une seule option, faire disparaître Lise Roy.
Alors que Lise s'occupe des tâches ménagères, Clérou en profite pour s'approcher d'elle avec une roche. Il tente de la frapper à la tête, mais Lise parvient à se défendre. Clérou réussit à la faire trébucher et la frappe à plusieurs reprises. On a entendu comme un cri de mort. Je l'entends encore aujourd'hui. Joe et moi, on s'est regardés. Et au bout de quelques minutes, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On a cogné pendant 2 ou 3 minutes, puis on a frappé dans la porte arrière de la maison. Il est finalement venu répondre et il nous a dit que c'était pas un bon moment. Deux semaines après avoir tué Lise Roy, Clérou commence à jardiner. Mais cette nouvelle passion n'est qu'un prétexte pour camoufler le corps de sa femme. La cour avait été transformée en jardin. Et si je me souviens bien, il y avait ajouté de la terre. Ça ressemblait à un monticule au baseball. Je pensais jamais qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous. Je l'ai juste aidé à creuser un trou, à mettre un plant de tomates. J'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un corps enterré là. Clérou est un habile manipulateur. En prétendant recevoir des lettres de Lise Roy, il a dissipé les doutes de ses voisins sur la disparition soudaine de sa femme. Et en portant de fausses accusations de voies de fait, il est parvenu à faire croire à des policiers aguerris qu'elle avait pris la fuite. Je crois qu'il aurait pu y avoir une enquête plus poussée lors de la disparition de Lise Roy. Il y avait assez de preuves pour enquêter davantage. Mais la police d'Ottawa a simplement acheté la version de Clérou qui prétendait s'être fait battre par sa femme qui aurait ensuite pris la fuite. Et la police a émis un mandat d'arrestation contre elle. De ce que je sais, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est allé plus loin? On dirait bien que non. Les déclarations de Clérou glacent le sang des enquêteurs qui l'interrogent. Mais il n'est pourtant rendu qu'à la moitié de son récit. Quel horrible sort a-t-il réservé à sa deuxième femme, Jean Rock? Le 1er juin 2010, Camille Clérou admet avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement. Quelques jours plus tard, il avoue aux enquêteurs avoir tué Lise Roy en 1990. Les enquêteurs font face à un terrible tueur en série. Clérou raconte ensuite avec détail comment, 13 ans après avoir éliminé sa première femme, il a réservé le même sort à Jean Rock. En 2003, Jean Rock annonce à Clérou son intention de le quitter après 11 ans de vie commune. Incapable d'accepter la rupture, il décide de la tuer. Il planifie son geste à l'avance et commence par creuser un trou dans le boisé situé à l'arrière de chez lui. Clérou convainc ensuite Jean de faire une dernière promenade avec lui, en souvenir des bons moments passés ensemble. Elle accepte. Alors qu'elle lui fait dos, Clérou s'empare d'une roche et la frappe à la tête. Il pousse son corps dans le trou qu'il a préparé avant de l'ensevelir. C'est le train-train quotidien, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui va se questionner à savoir est-ce que ce que je viens de faire, c'est correct ou c'est pas correct. Non, c'est sûr que c'est correct parce que ça va dans le sens de son intérêt. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut juste gérer les dommages collatéraux. Pour ne pas éveiller les doutes sur sa disparition,
Clérou use du même stratagème qu'il avait utilisé après avoir tué Lise Roy. Il prétend être toujours en contact avec Jean. Je pense que j'ai seulement vu une lettre, et oui, ça ressemblait à l'écriture de Jean. Comment il a fait, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une lettre exactement comme elle l'aurait fait. Clérou fait rédiger les lettres en échange de quelques dollars. La femme qui écrivait les lettres en prétendant être Jean Rock était naïve. Elle n'a jamais réalisé que Clérou avait commis des crimes. Clérou lui avait expliqué que Jean Rock voulait couper les ponts avec sa famille, mais que ses proches méritaient de savoir comment elle allait, ce qu'elle faisait. Elle avait tendance à disparaître. Parfois, ça durait une semaine, d'autres fois, c'était un mois. C'était le mystère de Jean. Durant les années suivant le meurtre de sa deuxième femme, Clérou continue de lui inventer une fausse vie, entretenant ainsi le rêve de la famille de Jean de la voir s'épanouir. Suite aux aveux de Clérou, les policiers cherchent à retrouver les corps de Lise Roy et de Jean Rock. L'enquêteur est allé rendre visite à Clérou en prison et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Camille a dit un hamburger. Alors l'enquêteur lui en a apporté un. Camille a ensuite accepté de montrer où il avait enterré les corps. Après le meurtre de Jean Rock, Clérou avait commencé à craindre la découverte de son corps. Apparemment, à l'endroit où il l'avait enterré la première fois, il y avait un projet en construction. Il avait peur que pendant les travaux d'excavation, on trouve des ossements humains. Il a donc lui-même déterré les restes pour les enterrer ailleurs. De toute évidence, il est retourné sur les lieux plusieurs fois. Et il aurait aperçu des chiens qui creusaient des trous. Il a donc cru nécessaire de les déplacer encore. Clérou avait alors décidé de se débarrasser pour de bon des restes de Jean Rock. On croit qu'il a alors déterré le torse, une partie d'une jambe et le crâne de Jean, parce que c'est ce qui a été retrouvé. Il a mis les ossements dans un sac qu'il a jeté dans le canal Rideau. Mais Clérou tient à garder une dernière information pour lui seul. Il refuse catégoriquement d'indiquer l'endroit où il a enterré Lise Roy. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette personne-là choisit de ne pas dévoiler certains détails. Il peut y avoir une notion de contrôle, donc je t'en donne un peu, mais je te donne pas tout, c'est moi qui reste en contrôle, je domine notre relation. Ou encore, il peut y avoir aussi une façon de garder l'intérêt vers lui. Donc, je veux qu'on ait encore besoin de moi, je veux qu'on revienne me voir, je me donne de l'importance en gardant de l'information, puis j'aime voir les gens se démener puis essayer de l'obtenir, cette information-là. Il peut y avoir un plaisir pervers à voir les gens essayer d'obtenir l'information. Il y a peut-être même quelque chose de jouissif là-dedans pour lui. Au mois de mars 2011, l'enquête préliminaire de Camille Clérou s'ouvre au palais de justice d'Ottawa. 7 mois plus tard, une nouvelle découverte met un terme au sordide secret du meurtrier. Le 31 octobre, une famille d'Ottawa fait la macabre découverte d'ossements humains dans son jardin. Des expertises confirment qu'il s'agit des restes de Lise Roy. Le 26 juin 2012, Camille Clérou plaide coupable à un chef d'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de Paula Leclerc et à 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré en ce qui concerne Lise Roy et Jean Rock. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Le plus bouleversant pour moi dans toute cette histoire,
Ça a été de m'asseoir avec la mère de Gene Rock et de sentir son émotion. Elle avait le cœur brisé et sa famille était dévastée. Et de penser que durant des années, son mari recevait des lettres de quelqu'un qu'il pensait être sa fille. Cette douleur était insoutenable. En tant que journaliste, on essaie de se dissocier des histoires sur lesquelles on travaille. Mais dans ce cas-ci, je me suis sentie comme si je faisais partie de leur famille. Et écrire sur ce que cette femme devait endurer a été horrible. Je pense qu'il réalise pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il va être un danger pour la société. Il a réussi à tuer 3 femmes, à les enterrer, à déplacer leur corps et à en jeter une dans le canal Rideau. Il a tué quelqu'un pour son appartement. C'est un danger pour la société. N'importe qui peut avoir une double personnalité. Et dans mon esprit, Camille Cléroux a une double personnalité, mais il ne sait pas comment vivre avec. Et il n'a pas encore appris à l'accepter. Camille Cléroux a déjoué l'attention des policiers. Il a également réussi à berner Lise Roy, Gene Rock, Paula Leclerc ainsi que leur famille. Ces victimes sont innombrables. Les troubles de la personnalité, c'est quelque chose qui se maintient généralement à travers le temps. Ce trouble-là, spécifiquement, les gens ne vont pas souffrir d'avoir cette personnalité-là. Ils ne ressentent pas grand-chose déjà à l'avance. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne considèrent pas que c'est eux qui ont un problème. Ils vont considérer généralement que c'est les autres qui ont un problème. L'atrocité des gestes commis par Camille Cléroux en fait une personne extrêmement dangereuse. Combien d'autres meurtres aurait pu commettre cet homme impassible et sans remords s'il n'avait pas été découvert? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?